Mesdames et messieurs, cher public, la première leçon du cours de cette année a été consacrée, on s'en souvient, à une présentation d'ensemble du nouveau recueil des inscriptions attiques que l'Académie de Berlin a entrepris de publier sous la direction de Klaus Halloff. On a vu que le fascicule 2, dû aux soins de Stephen Lambert, contient les lois et les décrets datables des années 352 à 322 avant Jésus-Christ, ce qui correspond en gros à l'époque de Démosthène, dont l'activité se déploie aussi bien avant qu'après la défaite athénienne à Chéronée. On notera au passage que, en dépit de l'importance que les historiens accordent à cette bataille, la date de 338 ne constitue en aucune façon un tournant sur le plan épigraphique. C'est à l'un des textes majeurs de ce riche ensemble, le numéro 447, qui portait le numéro 334 dans l'édition antérieure, que nous allons consacrer la présente leçon. Il s'agit de ce qu'il est convenu d'appeler une loi sacrée, puisque l'objet en est la fête des Panathénées. L'inscription, on le voit, vous l'avez dans votre dossier, est constituée de deux fragments bien distincts à plusieurs égards et qui d'ailleurs ne se raccordent pas matériellement, même si leur appartenance à une seule et même stèle ne saurait faire le moindre doute. Pour des raisons qui tiennent d'ailleurs aussi bien à la gravure qu'au contenu. Les deux morceaux n'ont pas la même notoriété, ne serait-ce qu'en raison de la date de leur trouvaille. Le fragment inférieur, en effet, a été découvert par l'épigraphiste grec Pitakis dès 1842, près du pilier d'Attale, lors d'une des premières explorations de l'entrée de l'acropole. Dans l'Antiquité, la stèle devait se dresser tout près de là, entre les propylées et l'Erecteion, dans la zone des sacrifices prescrits par l'inscription. Le morceau supérieur, lui, est venu au jour fortuitement dans le vieux quartier de Plaka, au nord de l'acropole. Le sauvetage de la pierre fut réalisé par un chauffeur de taxi qui l'apporta aux archéologues américains sur leur chantier de l'Agora. Mais il fallut attendre 1959 pour quelqu'un prit le risque de la publier. Ce fut en fin de compte l'œuvre d'un savant anglais, David Lewis, promu à une brillante carrière épigraphique. Autrement dit, pendant plus d'un siècle, seule une partie du texte a été connue. Mais c'était la plus significative pour l'étude des rites sacrificiels, au point que même après 1959, quand les deux morceaux furent réunis sur le papier, à défaut de pouvoir l'être autrement, bien des chercheurs ont pu négliger ce préambule, s'attachant surtout à étudier des prescriptions religieuses qui paraissaient fournir la clé du monument d'architecture le plus célèbre de toute l'Antiquité grecque, à savoir le Parthénon et surtout, en l'occurrence, sa frise ionique qui a pour sujet, vous le savez très précisément, la grande procession des Panathénées. De fait, c'est l'un des très rares textes qui nous éclaire sur le déroulement de cette fête, bien plus souvent mentionné que décrite. On comprend donc que ce règlement ait été abondamment commenté. Rien qu'en français, on en connaît plusieurs traductions récentes. Je retiendrai notamment celle de Mme Pauline Schmidt-Pantel dans sa thèse sur la cité au banquet, publiée en 1992, de Mme Louise Bruy-Zeidman dans Les Grecs et leurs dieux, 2005, de M. Bernard Holtzmann dans sa belle synthèse de 2005, sur l'acropole d'Athènes. Il s'y ajoute depuis 2005 la version de M. Patrice Brand
dans son recueil intitulé Impérialisme et démocratie à Athènes, la seule qui, en français, soit complète, réunissant les deux fragments, l'ancien et le nouveau, c'est celle qui est reproduite dans votre dossier. Ces traductions et leurs équivalents en diverses langues ne sont pas mentionnés dans le nouveau recueil des Inscriptiones Atticae, qui ne prend en compte que les éditions proprement dites, parfois assorties, il est vrai, d'une traduction, comme c'est le cas notamment du recueil fort commode des Greek Historical Inscriptions, dus aux épigraphistes Rhodes et Osborne. Il est permis de regretter un peu cette mise à l'écart de travaux qui peuvent rendre service, et pas seulement aux lecteurs moyennement expérimentés, qui seraient rebutés par la lecture d'un texte grec aussi complexe, accompagné seulement de quelques notes en latin. Le recours à une traduction seule est certes toujours périlleux, surtout dans le cas d'un document mutilé où les restitutions sont loin d'être partout assurées. Toutefois, l'utilité d'une traduction, c'est d'être le commentaire à la fois le plus sobre et le plus véridique, celui qui met l'exégète au pied du mur, parce qu'aucune difficulté ne peut en principe être escamotée ou esquivée, à la différence, par exemple, de ce que l'on constate dans le recueil de Sokolovski, Loi sacrée des cités grecques, dont les observations discontinues sont souvent mal inspirées et rarement profitables. La première chose qu'il s'agit de tirer au clair en face d'un tel texte, c'est la raison même de son existence, qui ne va nullement de soi. Pourquoi donc a-t-on éprouvé le besoin, aux alentours de 330 avant Jésus-Christ, de rédiger un règlement relatif à une fête qui existait alors depuis plus de 2 siècles, sous la forme déjà rénovée que lui avait donnée le tyran Pisistrate, l'instaurateur, en 566, on le sait, de la célébration quadriennale des grandes Panathénées, Panathénéia ta Mégala, donnant lieu en particulier à un concours de grande ampleur, susceptible d'attirer des concurrents de tout le monde grec. Mais cet agone pentétérikos, qui devait rythmer désormais toute la vie publique athénienne, ek Panathénaion es Panathénaia, selon une expression connue qu'on trouve notamment chez Aristote, cette fête suppose l'existence aussi d'une fête annuelle qui comportait l'essentiel des rites à accomplir au service de la déesse tutélaire, c'est-à-dire la procession, les sacrifices et même le concours musical et surtout athlétique auquel se rattache notamment la longue série des amphores dites panathénaïques données en prix aux vainqueurs année après année, ainsi que l'attestent les inscriptions peintes qu'on peut y lire du type Athénéten Athlon, le prix, avec le nom de l'archonte. Ici, vous avez 2 spécimens trouvés assez récemment à Érétrie et qui datent les deux des alentours de 360. Or, c'est précisément à ces petites Panathénées, Panathénaia ta Mikra, que se rapporte notre inscription, qui les désigne également sous le nom de Panathénaia ta Kat Eniauton, celle qui était célébrée chaque année. Ce qui, notons-le, met hors de doute que cette édition mineure avait bel et bien lieu tous les ans, y compris l'année des grandes Panathénées, donc au commencement de chaque nouveau cycle. Telle qu'elle était connue jusqu'en 1959, l'inscription de l'Acropole ne permettait guère de deviner les raisons précises qui, peu après la défaite de Chéronée, selon toute apparence, avaient pu inciter les Athéniens à légiférer à propos des sacrifices à accomplir lors des Panathénées. Fête traditionnelle, encore une fois, les premières lignes conservées du fragment B, font certes partie d'une disposition introductive à caractère final, la conjonction oppos an étant à restituer
en ligne 27, qui définissait en termes généraux le but des mesures à prendre, afin, d'une part, que s'accomplisse le sacrifice, phrase à restituer, gignetai et tusia, ou peut-être le cortège, tempetai et pompé, préparé qu'il aura été du mieux possible par Resqueiasménè, mieux conservé, vous le voyez, os Arista, pour Athéna, chaque année au nom du peuple des Athéniens. Te Athénae, katekastoneni auton, uper tu demu, tu Athénaion. Et que d'autre part, tout le reste des choses nécessaires, kai talaosadei, au bon déroulement de la fête, conduite pour la déesse, soit gérée correctement par les hiéropes à perpétuité. Kai dioiketai, vous voyez, periten et orten, ten agomenen, teo, kalos, upotoniéropoion, eiston aei chronon. Pour tout cela, qu'il plaise au peuple, dédoctai to démo. Il s'agit donc d'un décret soumis à l'approbation de l'Assemblée, mais certainement fondé sur un projet, un probouloïma élaboré par le Conseil. Jusque-là, rien que de très normal. C'est la procédure proboulomatique dont témoignent la plupart, ou tous, les décrets d'Athènes. Ce qui frappe, c'est d'abord que le dispositif lui-même, les décisions à prendre, constituent un amendement à ce projet initial de la Boulée, dont seule l'intention générale semble adoptée. Car, pour le reste, dit l'inscription, qu'il en aille comme le Conseil l'a jugé bon, tamenala kathaper te boulei. Or, cet amendement, autre sujet de surprise, n'est proposé par aucun orateur en particulier. Sans doute faut-il admettre, comme on l'a proposé naguère, qu'il y avait plusieurs promoteurs, car les prescriptions qui suivent sont assez composites. La deuxième porte ainsi sur la panukis, la cérémonie nocturne, une troisième sur les mystomata, les frais de location relatifs à la procession, une dernière pouvait, on le verra, être liée à la conjoncture politique. Est-ce à dire que le projet du Conseil avait été gravé au-dessus des amendements votés par le peuple? On ne peut pas l'exclure. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que le fragment A nous a livré tout autre chose qu'un simple décret problématique. Un document de caractère financier, œuvre des nomothètes. À la ligne 7, en effet, on lit la formule dedoctai tois nomothetais. Il s'agit donc d'une loi, pas d'un décret, car le collège des nomothètes, relativement bien connu aujourd'hui, avait une compétence souveraine en matière législative. Il avait la tâche d'élaborer des nomoi, qui certes étaient examinés par la Boulée, mais qui n'avaient pas à être soumises à l'Ecclésia. En l'occurrence, cette loi avait un rapport incontestable avec la fête des Panathénées, comme cela ressort du préambule, aux lignes 3, 6 notamment, et encore aux lignes 18, 19, afin que pour Athéna le sacrifice soit le plus beau possible lors des petites Panathénées, opus antei Athéna tetusia etusia os calliste ei Panathénaiois tois microis, et puis encore aussi une mention du revenu kai prosodos os pleiste. De fait, la loi avait pour objet de fixer un nouveau cadre légal au financement des sacrifices. Elle ne s'occupait pas de l'organisation de ceux-ci, chose qui était d'abord du ressort du Conseil des 500, après validation du projet financier, puis surtout de la compétence de l'Assemblée du peuple, qui devait avoir un intérêt tout particulier à réglementer dans le détail le déroulement d'une fête aussi solennelle et populaire tout à la fois qu'étaient les Panathénées. D'où le nombre des amendements et leur ampleur inhabituelle. On se croit presque à l'Assemblée nationale.
Telle était donc la base sur laquelle a été fait le rapprochement entre les deux fragments. Trois choses ensuite sont venues prouver qu'ils appartenaient bel et bien à la même stèle. D'abord, l'ensemble des données matérielles, y compris surtout l'écriture, strictement identique d'un morceau à l'autre. Ensuite, le stoïkédon, c'est-à-dire le nombre de lettres à la ligne dans cette disposition strictement en fil. En effet, la restitution pleinement assurée des lignes 4 et 5 du fragment A montre que le lapicide avait disposé son texte sur 42 stoïkoi, rangés. Or, c'est exactement ce même nombre de lettres à la ligne qu'avait pu établir un jeune savant danois, Ussing, Johannes Ludwig Ussing, en procurant en 1847, dans ses Inscriptiones Graecae Ineditae, la première édition critique du fragment B, sommairement publiée quelques années plus tôt par l'inventeur lui-même. Ce résultat a été largement confirmé, puisque dans ce fragment, il y a au moins 25 lignes, vous pouvez le constater, qui sont restituées avec certitude selon un stoïkédon à 42 fils. Ce qui n'exclut pas d'ailleurs que, par exception, quelques lignes aient pu compter 43 lettres, car même dans les inscriptions attiques les plus soignées, il n'est pas rare qu'un iota soit gravé dans le même stoïkos qu'une autre lettre. Enfin, argument décisif, le fragment trouvé en 1959 fait mention à plusieurs reprises d'une location mystosis, ou quel que soit le mot employé selon les cas, de mystosis de la Néa. Or, la Néa apparaissait précisément dans le règlement religieux connu depuis 1842 et nulle part ailleurs, dans toute l'épigraphie attique, comme source de financement pour l'achat des vaches à sacrifier durant la fête. Vous avez ligne 43, l'ancien fragment, ectes mistoseos tes neas, selon les modalités fixées par les nomothètes. On a donc affaire à un document tout à fait cohérent. C'est l'allocation de l'ANEA qui doit permettre de répondre au désir des Athéniens d'accroître l'éclat des petites Panathénées par l'accomplissement de sacrifices en partie nouveaux. Mais qu'est-ce que la Néa ? Le problème ne se posait guère aux anciens éditeurs, puisque l'expression ectes mistoseos tes neas paraissait désigner soit une terre en jachère, Néa étant considérée comme équivalent de neios, neia, soit bien plutôt, estimait-on, la nouvelle location, et mistosis, et néa, sous-entendu des terres sacrées. Or, cette dernière interprétation, la plus courante jusqu'en 1959, s'est avérée rigoureusement impossible, puisque dans le nouveau fragment, on trouve par 3 fois les mots mistosin tes neas, location de la Néa, ou enténéa, dans la Néa. Autrement dit, la Néa ne saurait être autre chose qu'un territoire, une terre assez vaste dont la location et l'exploitation fournissaient les revenus nécessaires à l'organisation d'une partie de la fête. Restait à identifier ce coin de pays. C'est à quoi l'on s'est employé depuis un demi-siècle avec un succès très inégal. On verra tout à l'heure vers quelle solution il convient décidément de s'orienter et quelles sont les conséquences à la fois chronologiques de cette identification. Aussi pourra-t-on mieux comprendre pourquoi les Athéniens, à une date que l'écriture et l'orthographe permettaient déjà de situer aux alentours de 340-330, jugèrent à propos d'embellir la plus prestigieuse de leurs fêtes nationales. Au préalable, il importe de bien cerner l'ampleur et la nature de la réforme. Le fragment B
fournissait déjà une indication très précieuse sur le montant alloué pour l'achat des bêtes à sacrifier. À 2 reprises, en effet, y figure la somme de 41 mines d'argent, écrite en toutes lettres, apoton tetarakonta non kaites mias, lignes 42 et 49, soit 4100 drachmes, environ 2 tiers de talent, provenant de la location de l'ANEA. Cette somme ne correspondait pas nécessairement au montant total des revenus tirés de l'ANEA, qui pouvaient être affectés à diverses dépenses. Dans le fragment A, il est du reste question d'un revenu prosodos de 2 talents. Un peu plus donc. C'est au Conseil de la Cité, non pas aux nomothètes en amont, ni non plus au peuple en aval, qu'avait dû incomber le soin de fixer la somme dévolue à l'achat des vaches. Ce point devait constituer un élément essentiel des dispositions générales que le peuple avait reprises sans changement dans le projet du Conseil. On relèvera du reste l'article défini devant le chiffre 41, apotone tetarakonta, etc. Ce sur quoi, en revanche, l'Assemblée tint à débattre, c'est de l'organisation même de la fête, de la procession en particulier, et surtout de la créanomia, de la répartition des viandes à l'issue des sacrifices, d'où, encore une fois, l'importance des amendements ajoutés au problema. Dans les décisions qui sont ajoutées ainsi par l'Assemblée du peuple, à partir de la ligne 34, on a reconnu de longue date que se succédaient plusieurs séries de mesures concernant des moments bien distincts de la célébration des Panathénées. Les préposés aux choses sacrées, les hieropoioi, sont appelés d'abord à veiller à accomplir 2 sacrifices strictement réglementés. Le mot féminin à restituer au début de la ligne 35 est très certainement tusia. Mais on peut hésiter sur la forme, puisque la restitution du pluriel tusias, très largement admise depuis Hussing, qui a été supprimée ici peut-être par un scrupule excessif, ce pluriel tusias paraît impliquer que le iota était gravé en surnombre, chose qui est certes possible, car il faut tusias, ten, men, te, athenai, puis ensuite te, kai, ten. Je me demande cependant si le mot duo, quoique précédé de l'article au pluriel à la fin de la ligne précédente, n'aurait pas entraîné, ce mot duo, le duel tusia, donc plus court d'une lettre. Ce qui est sûr, c'est qu'il y avait à l'intermédiaire même de cette première série 2 actes cultuels distincts, l'un pour Athéna Ugieia, l'autre sans spécification pour ce qui est de la divinité. On peut localiser très précisément l'emplacement du premier, car une base d'Athéna Ugieia a été retrouvée in situ au sortir des propylées, donc comptez donc sur la façade interne des propylées. Et Pausanias, d'ailleurs, mentionne également ce culte. L'identification du second lieu désigné par l'inscription a fait en revanche couler beaucoup d'encre, puisqu'il dépend largement d'une restitution, comme vous le voyez, au début de la ligne 36. Depuis la fin du XIXe siècle, époque des fouilles de l'acropole, on restitue le plus souvent en toi archaioi neoi. Ce temple ancien, archaios neos, étant celui qui, incendié par les Perses en 480, a prolongé en quelque sorte son existence à côté ou en partie sur les fondations de l'Érectaion. Mais on a pu objecter à cette... Donc c'est ce bâtiment-ci, oh, excusez-moi, ce
ce bâtiment-ci. On a pu objecter à cette lecture qu'un temple n'est pas le lieu idoine pour un sacrifice qui s'effectue normalement à l'air libre. Et le remplacement de néoi par hieroi, sanctuaire, entraînerait à nouveau une entorse au stoïkédon. Il ne saurait être question, en revanche, de revenir à la vieille restitution en toi areioi pagoi sur l'aréopage, qui ne résiste pas à l'examen, il faut rester sur l'acropole. Mais Stephen Lambert aurait pu peut-être faire état du supplément de S. Humphreys, en toi arephoreioi, dans la cour des aréphores, restitution qui, chose amusante, est retenue par Rhodes Osborne dans leur traduction, mais non pas dans le texte grec. Situé à proximité de l'Erecteion, près justement de l'angle des propylées, cette maison cour des aréphores, lesquelles sont ces petites filles, des deux petites filles au service d'Athéna en ce secteur, d'après Pausanias, aurait donc été en même temps un espace sacrificiel, ici, propre à l'accomplissement du premier sacrifice. Quoi qu'il en soit de ce point de topographie sacrée, on constate que la loi se garde de toucher à ces rites-là. Il s'agit d'agir comme par le passé, cataper protéron. On tient néanmoins à rappeler, voire à rectifier légèrement, le nombre des parts de viande à distribuer aux divers corps constitués. 5 au prythane, qui était 50, un nombre indéterminé, sans doute 3 également, aux 9 archontes, une part miane au trésorier de la déesse, une encore au hiérope, un nombre indéterminé, probablement 3 de nouveau, aux magistrats militaires, les 10 stratèges et les 10 taxiarques qui sont associés étroitement, comme l'étaient, on s'en souvient, les 6 stratèges et les 5 taxiarques dans le catalogue des magistrats érythréens de la même époque. Pour les 2 derniers groupes, on se réfère à la coutume, kata eio tota. L'article a peut-être été omis par négligence. Pourquoi il est rétabli? Le nom des dignitaires de la ligne 41 a disparu, mais il est certain que c'était des femmes, kai taïs, les seules de cette liste, notons-le. Et il n'y a guère de raison de douter que c'étaient les canéphores, ou porteuses des paniers sacrés. Mais qui sont les gens qui les précèdent? Tois pompeusin, tois athénaios. Depuis Félix d'Urbach, dans une étude de 1932 sur le contre-Léocrate de l'orateur lycurgue, on traduit cela en français, très généralement, par les Athéniens ayant participé ou participant à la procession. Traduction pour le moins équivoque, car l'on n'a certainement pas affaire ici aux Athéniens qui s'associeraient spontanément, individuellement, à la Pompée. Ceux-là, en effet, qu'il ressort de la ligne suivante, n'auront à se partager que le reste des viandes, ta ala créa. Le Pompeus, lui, est quelqu'un de très différent. Il participe à la Pompée au titre de prêtre, de victimaire ou de musicien. Traduisons donc le mot par processionnaire. Processionnaire. Si le texte ajoute tois athénaios, après tois pompeusin, c'est qu'il y avait des processionnaires non citoyens, recrutés parfois à l'étranger, comme des aulètes thébains, et ceux-là n'avaient pas droit à la viande que se partageaient les seuls enfants d'Athéna. On notera qu'il n'est rien dit ici des bêtes sacrifiées ni du nombre des victimes pour ces sacrifices-là. Cela fait donc une grosse différence avec la suite, où l'inscription définit les modalités d'acquisition par les hiéropes et les boonai, littéralement les acheteurs
de bovins, des vaches à sacrifier à Athéna Poliade. L'une d'elles devant être sélectionnée au terme d'un véritable concours de beauté, Ecton Callistoiouson Boon, pour être offerte à Athéna Nike sur le bastion de l'Acropole. Aussi admettons le plus souvent que les sacrifices dont il est question dans la première section précédaient, sur un mode mineur en quelque sorte, le grand sacrifice de son bovidé, l'hécatombe, l'hécatombe au sens donc originel du terme, qui a donné, on le sait, son nom au mois Hécatombaion, le mois attique des Panathénées précisément. Les bêtes à sacrifier lors de cette première phase auraient été bien moins nombreuses, et il pourrait dès lors s'agir des 4 bovidés et des 4 moutons dont l'image, en tout cas pour ici pour les moutons, figure sur la frise nord du Parthénon, où tout paraît être soumis, comme l'a montré encore assez récemment l'archéologue italien Luigi Beschi, au nombre de 4. Celui, encore ici pour les fameuses hydrophores, ce nombre 4 qui est celui des plus anciennes structures de la cité athénienne, à savoir les 4 tribus ioniennes. Alors que c'est le nombre 10, celui des nouvelles tribus, à partir de Clystène, qui structurent la frise sud. L'hécatombe serait donc le sacrifice auquel aboutissait la procession bovine, représentée justement sur la face sud de la frise. Dans notre inscription, elle devrait être identifiée tout naturellement à la seconde série des sacrifices, ceux des bovidés, même si le nombre des vaches achetables grâce aux 4100 drachmes de l'Anéa ne saurait guère avoir été de 100 têtes, une soixantaine au maximum, compte tenu du prix d'une bête à cette époque. Un grand sacrifice, très grand sacrifice tout de même. Cette identification, largement partagée, ne laisse pas d'être séduisante, mais elle a été contestée en 1992 par un chercheur anglo-saxon, Vincent Rosebach, qui a fait valoir contre elle le caractère novateur des dispositions prises par le décret. Constituant un des éléments les plus vénérables de la fête, l'hécatombe ne saurait, selon lui, avoir fait l'objet d'une réforme aussi importante. Dès lors, il faudrait renoncer à tout rapprochement entre la frise et l'inscription, qui sont effectivement d'époque et de nature différentes. L'historien Pierre Brulé, lui, dans un article de la revue belge Kernos en 1996, a pensé pouvoir écarter ces objections. Il est vrai que le sacrifice institué par le décret se rapproche beaucoup d'une hécatombe. Et le texte précise au surplus qu'il aura lieu sur le grand autel d'Athéna. Epito bomo tes Athénas to megalo. D'autre part, on pourrait admettre que l'objet du décret était d'affecter à l'hécatombe une nouvelle source de revenus, les 41 mines d'argent pris sur l'allocation de l'Anéa. Parce que le financement traditionnel de cette partie-là, particulièrement coûteuse de la fête, se trouvait désormais compromis. En 338, la Ligue athénienne avait en effet été dissoute par Philippe de Macédoine, de sorte qu'Athènes ne pouvait plus compter sur les contributions de ses alliés, même si elle conservait encore quelques possessions insulaires. Il paraît difficile, en fin de compte, de trancher catégoriquement entre la lecture de Rosivacq et celle de Brun. Du moins peut-on penser que les 2 séries de Thucydides, si clairement distinguées dans le décret, formaient à elles deux tout l'ensemble des sacrifices accomplis à cette date lors des Pénites Panathénées, sans qu'il soit besoin d'imaginer encore une hécatombe dont rien n'aurait été dit. Ce qui frappe dans le second volet, c'est le caractère démocratique de la fête. Ici, le peuple ne se contente pas des restes, comme c'est le cas dans le premier volet. Une fois les portions réparties entre les divers corps constitués.
les citoyens ont pleinement part à la créanomia, au partage des viandes, qui aura lieu dans un endroit bien précis dont le nom était gravé au début de la ligne 51. Ce doit être le céramique, en kerameiko, supplément excellent, toujours admis depuis la première édition des Inscriptiones Graecae, mais que Lambert croit devoir maintenant reléguer dans l'apparat, tout en le jugeant peut-être correct, fortasse recte, sous prétexte que la restitution ento teatro qu'il propose serait théoriquement possible. Mais on se demande ce que viendrait faire ici le théâtre, alors que le céramique est parfaitement en situation, se trouvant à la fois au point de départ de la procession des Panathénées, selon Thucydide, et un lieu bien adapté aux opérations de boucherie que nécessitait la préparation de ce gigantesque banquet public. Mais comment procéder pour la répartition des parts entre tant de citoyens rassemblés pour ce grand jour, en tout cas plusieurs milliers? Une clause du décret traitait de ce point délicat. Et pratiquement, depuis toujours, cette clause a été, je crois, comprise de travers. Il est prescrit aux lignes 52-53 que c'est pour chaque dème que l'on répartira les parts. Aponemein, detas, meridas, eiston, démon, ekaston, selon quels critères? Dans toutes les éditions usuelles, y compris la dernière en date, on lit catatus pempontas, opposus, an parekei, odemos, ekastos. Ce que l'on a essayé de traduire par des phrases telles que celle-ci, d'après le nombre de citoyens que chaque dème aura délégué à la procession, c'est d'Urbach par exemple, en fonction du nombre de participants à la procession que chacun des dèmes a fourni, hein, autant de parts que chacun des dèmes aura de participants à la procession, Holtzmann, qu'ils attribuent des parts au prorata des envoyés que chaque dème fournit, Schmidt, Pantel, etc. On pourrait multiplier les exemples en d'autres langues, notamment en anglais. Mais si la distribution a un rapport avec la procession, qui s'occupera de faire le décompte des participants de chaque dème? Quel sens au surplus pourrait avoir ce recensement catademos, puisque chaque citoyen recensé dans la procession aurait droit, en fin de compte, à une part égale de viande? La difficulté la plus sérieuse, cependant, est d'ordre linguistique. Est-on réellement autorisé à traduire le participe actif pempontas par les participants ou les envoyés, comme s'il y avait pompeiontas, qui participent, ou alors pempomenus? L'historienne Pauline Schmidt-Pantel a certes eu le mérite, voici un quart de siècle, de s'interroger sur le sens de cette phrase, mais elle s'est perdue en conjecture et finalement a opté pour la traduction que je viens de rappeler, qui suppose, elle aussi, quoique de façon peu claire, une participation à la procession. Mais le fait que la Pompée soit mentionnée, vous le voyez, ligne 44, juste avant le sacrifice des vaches, n'est pas, je pense, une raison pour la réintroduire ici, puisqu'il a déjà été question plus haut des parts à distribuer collectivement aux Pompeis et autres participants officiels à la procession. On observera que dans la lacune de 10 lettres existant entre la préposition kata et la désinence tas, tous pempontas, est en fait une simple restitution due à l'helléniste Friedrich Blanche, suivie par tous les éditeurs à partir de 1900. Jusque-là, d'ailleurs, une autre restitution avait fait l'unanimité, à savoir kat andra nemontas, que l'on distribue les parts en répartissant par tête, tentative certainement malheureuse, puisque l'on ne comprendrait pas quel rôle, alors, auraient pu jouer les dèmes. C'est pourquoi la restitution de Blanche a été considérée comme la seule qui puisse rendre compte de la répartition des viandes par dème. On voit ainsi, tout récemment encore, le grand spécialiste
de la religion grecque à Oxford, Robert Parker, qualifiait ce supplément, en note, de virtuellement garanti par la gravure Stoïkédon. Peu auparavant, c'est le même texte qu'avait adopté sans sourciller David Whitehead dans l'ouvrage de référence sur les dèmes attiques, The Hymn of Hetica. Aujourd'hui, Stephen Lambert le tient, ce supplément, également pour assurer dans son édition. Mais rendons-lui justice sur un point, il signale dans l'apparat critique ce que ne faisaient pas ses devanciers, qu'en 1847, Houssing, donc l'un des premiers éditeurs, avait suggéré de restituer Catatus Bouloitas, ce qui est parfaitement conforme à la gravure Stoïkédon. Or, c'est exactement ce que je proposais, oserais-je vous le rappeler, en 2010 dans un premier séminaire d'épigraphie attique, car il me paraissait dès alors clair que la répartition des mérides pour le grand festin des Panathénées était fondée sur un principe très simple, celui du nombre des représentants que chaque dème fournissait au conseil. Catatus bouloitas, opposus an parekei, fourni, odemos et castos. Mais pourquoi ce supplément lumineux a-t-il été ainsi mis sous le boisseau? C'est que Houssing lui-même craignait d'être le jouet d'un rapprochement hasardeux, du fait qu'il avait publié aussi dans le même recueil, donc de 1847, un document où figurait l'expression kataton bouloitan pour exprimer une clé de répartition au sein de la Ligue étolienne en 200 avant Jésus-Christ, à l'occasion d'un accord entre deux petites cités thessaliennes. Il avait donc présenté cette restitution avec réserve, grande réserve, car à l'époque où il écrivait, on ne savait pas encore si, dans le conseil athénien, la délégation de 50 bouleux par tribu tenait compte du chiffre de la population de chacun des dèmes composant ces 10 tribus. Or, la chose ne fait plus aucun doute depuis longtemps. On ne comprend donc décidément pas que Lambert ait pu donner la préférence à la restitution traditionnelle aux dépens d'une lecture qui fournit non seulement la clé de ce passage, mais illustre bien au-delà la façon dont se déroulaient les distributions publiques, les créanomiae, dans l'Athènes démocratique. En effet, une fois effectué le prélèvement des parts réservées au personnel du culte, toute la viande du sacrifice devait être découpée en 500 parts, et ainsi, par exemple, le gros dème d'Acarne en touchait 21 ou 22, autant qu'il avait de représentants au conseil, tandis que d'autres en recevaient moins, voire une seule, dans le cas de tout petits dèmes. Rien n'était donc plus simple. On se trouve ainsi devant le premier cas explicite d'application à une cérémonie religieuse du système représentatif instauré par par Clisthène le réformateur. Il faut maintenant en venir à la question de la date de cette loi si intéressante sur les petites Panathénées. À cet égard, le fragment publié en 1959 avait apporté d'emblée des éléments permettant de confirmer l'estimation chronologique à laquelle on était parvenu dès la fin du XIXe siècle. En effet, un épigraphiste de grand talent, tel que Ulrich Köhler, avait été frappé par les traits de ressemblance qu'offrait l'inscription, tant sur le plan de la graphie qu'au point de vue de son contenu, avec un document relatif au culte, exactement daté de l'année 335-4 et repris maintenant sous le numéro 445, c'est une partie ici à gauche. Que le graveur soit le même, c'est ce qu'ont confirmé depuis les travaux de Stephen Tracy, attribuant à ce lapicide anonyme une série importante de
document public des années 340 à 320 environ. D'autre part, la loi sur les petites Panathénées a paru s'inspirer du même esprit de rénovation des cultes civiques que celui qui animait le législateur lycurgue, au témoignage de la tradition littéraire et de quelques décrets proposés par lui. On a donc guère hésité à lui attribuer la paternité de cette loi. Le moins que l'on puisse dire, c'est que la publication du nouveau fragment n'a pas ébranlé cette hypothèse raisonnable. En effet, on voit maintenant que si le promoteur de la loi était en réalité Aristonikos, fils d'Aristotélès de Marathon, ce personnage était certainement parmi les plus proches collègues de Lycurgue. Ils proposèrent ensemble, en 335-4, précisément sous l'archontat de Ainétos, un décret, on connaît par une citation, en vue d'armer un vaisseau contre les pirates, ceux du golfe Euboïque, je pense. On sait par ailleurs que ce patriote fut assassiné ou conduit au suicide, comme Démosthène lui-même d'ailleurs, sur l'ordre du régent Antipatros, au lendemain de la guerre Lamiaque. Donc, la loi est en tout cas antérieure à 322. Il s'en est fallu de très peu, que le nouveau fragment nous fournisse le nom même de l'archonte sous lequel elle fut proposée, ce qui aurait mis évidemment fin définitivement à toutes les supputations chronologiques. On voit en effet qu'à la ligne 2, le mot archontos est presque entièrement conservé. Mais dans son édition, Stephen Lambert, vous le voyez aussi, a manifestement voulu décourager toute tentative pour retrouver, ne serait-ce qu'à titre d'hypothèse, le nom disparu de cet archonte. Il a fait imprimer des tirets et non pas des points représentant, donc les points auraient représenté chacun une lettre. C'est que dans cet intitulé, les lettres ne sont pas gravées stoïkédon en fil, mais elles sont des caractères plus grands. Pourtant, on voit bien, par son commentaire et surtout dans un article antérieurement publié, que le nombre des lettres manquantes se laisse déterminer assez exactement. D'abord, il faut nécessairement introduire au début la préposition épi, avec archontos, sous sa forme pleine et où est l'idée. D'autre part, il est de bonne méthode de supposer que les lettres de cet intitulé étaient, du début à la fin, disposées avec un intervalle très régulier. De fait, dans l'édition Princeps de Lewis, cet épigraphiste avait calculé que le nom devait avoir compté 9 ou 10 lettres au maximum. Et cette induction a été reprise par d'autres plus tard, y compris par Rhodes et Osborne, encore en 2006. Y renoncer maintenant ne me paraît pas constituer un progrès, d'autant moins que l'on peut aboutir à une solution qui, historiquement parlant, présente de grands avantages. Ce tableau des archontes de la période en question montre en effet que les possibilités de restitution sont remarquablement peu nombreuses, la plupart des noms étant ou trop longs ou trop courts. Il en faut 9 lettres environ. On est acculé, en fait, à choisir entre l'archonte de l'année 336-5, Pitodélou, ou celui de 335-4, Euainetou. Madame Cynthia Schwenk, dans un ouvrage commode réunissant les lois et décrets d'Athènes de la période lycurgienne, a opté avec décision pour la première date. C'est toutefois, je pense, un choix malheureux. Du reste, Stephen Lambert ne semble pas l'approuver non plus, puisqu'il adopte la fourchette temporelle 335, non pas 336, 330. Mais chose curieuse, il ne s'est pas vraiment expliqué sur la raison qui l'a amené à tenir l'année 335 pour la date la plus haute possible de la loi sur les petites Panathénées. Or, si l'on prend en considération quelques travaux antérieurs et les siens propres, on découvre assez aisément cette raison laissée curieusement dans l'ombre. Ce qui va nous éclairer, c'est la question de l'anéa. On a vu que ce nom apparaissait déjà une fois dans le grand fragment anciennement connu, Ectes Mistoseos tes Neas. Mais il n'avait pratiquement suscité aucun commentaire
avant la publication du nouveau fragment de 1959, qui montrait que l'on avait nécessairement affaire, on l'a dit, à un territoire d'une certaine étendue, dont la location procurait les revenus nécessaires à l'accroissement de la fête. Certes, il y a toujours quelques divergences d'opinion sur l'identification de cette terre. Stephen Lambert, en 2012, résume la situation par ces mots: Ager, vel novalis Lewis, vel Europius brevi ante occupatus Robert, vel extra Atticam situs, avec renvoi à des articles de Langdon et Hansen. Je doute pourtant que l'épigraphiste britannique ait rendu grand service aux usagers de son corpus en leur laissant ainsi le choix du parti à prendre. Car si le premier éditeur, David Lewis, a rappelé, faute de mieux, que Enea pouvait éventuellement être l'équivalent de Eneos, la terre laissée en jachère, il n'a nullement approuvé cette interprétation, qui de fait n'est guère plausible, puisqu'il n'y a aucune vraisemblance que la location d'une terre laissée en jachère ait fait l'objet d'une loi pour financer une fête publique. Il aurait été indispensable, à tout le moins, de localiser dans le texte une jachère aussi rentable, infiniment plus intéressante, est la suggestion de Louis Robert, qui, au lendemain de l'édition Princeps de 1960, proposa de reconnaître dans la Nea un territoire nouvellement acquis, une Nea Hora, qui ne serait autre que l'Europie donnée aux Athéniens en cadeau en 338, pensait-on alors, par le roi Philippe de Macédoine. Cette brillante exégèse n'a pas détourné d'autres érudits de chercher la solution bien loin de l'Attique. Mais il est étrange, à la vérité, que les tentatives de Langdon en 1987 et de Hansen en 1989 encombrent encore le commentaire du nouveau corpus, puisque Lambert lui-même, dans un article de 2006, avait laissé voir le caractère foncièrement invraisemblable de leur identification respective, soit avec un chapelet d'îlots nouvellement émergés au large de l'île de Lesbos, qui aurait été appelée Néaï, d'après Pline, soit avec une partie de l'île d'Alonaise près de Lemnos, dont l'appartenance à Athènes est tout ce qu'il y a de plus douteuse. Comment les Athéniens auraient-ils pu être assez téméraires pour penser que les revenus de possession insulaires, aussi aléatoires, allaient pouvoir financer durablement la plus prestigieuse de leurs fêtes? Bref, le nouvel éditeur aurait été mieux inspiré de dire à ses lecteurs que la solution de Robert était, jusqu'à nouvel avis, infiniment supérieure. En fait, la seule objection sérieuse que l'on ait pu lui adresser s'avère à l'examen de bien faible portée. On s'est étonné, en effet, que l'on ait pu désigner sous l'appellation Néa un territoire qui portait de longue date le nom de Europia, terre d'Oropos. En réalité, il est parfaitement compréhensible qu'au moment de mettre la main sur ce territoire, qui avait fait l'objet de tant de disputes durant tout le IVe siècle, les Athéniens aient jugé préférable, pour ne pas provoquer inutilement la colère de leurs voisins de Béotie et de B, de faire usage d'un nom moins chargé d'histoire. Et cela se comprend d'autant mieux qu'il est désormais établi que cette mainmise athénienne sur l'Europie fut réalisée non pas en 338 par les soins de Philippe, comme tout le monde l'avait pensé, mais seulement en 335 grâce à Alexandre. Lambert lui-même a été parmi les premiers à accepter cette chronologie nouvelle que j'ai proposée voici une quinzaine d'années pour l'histoire européenne, et il en fait état dans d'autres parties de son recueil, notamment sous le numéro 338. C'est même précisément la raison pour laquelle il adopte en fait une datation postérieure à 335 pour la loi sur les petites panathéées. L'année même 335-4 a maintenant les meilleures chances de correspondre à la date exacte, comme on le supposait,
sur d'autres bases depuis longtemps. Car l'archonte Euainetos se trouvait être l'un des deux seuls éponymes dont le nom comble parfaitement la lacune de la ligne 2, comme le montre ce montage photographique. C'est donc au lendemain même de l'acquisition de l'Europie, dans le courant de cette année décisive, en même temps exactement qu'il réformait les phébis et qu'il se souciait de réprimer la piraterie sur les côtes de l'Attique, que les Athéniens s'empressèrent d'exploiter les revenus de ce territoire pour offrir à leur divinité Polyade une fête enrichie de nouveaux sacrifices. Mais cela les obligeait évidemment à une certaine discrétion sur l'origine du financement. Si l'on tient compte de la conjoncture dans laquelle fut votée cette loi lycurgéenne, entre guillemets, peut-être aura-t-on la possibilité de comprendre une clause qui n'a guère retenu l'attention jusqu'ici. Il est vrai qu'elle paraît anodine et qu'elle est au surplus fort mutilée, se trouvant tout à la fin du fragment inférieur. Ligne 61-62, Elestai ton démon, puis après une lacune de 21 lettres, Andras ek Athénaion apanto. On enjoint donc à l'Assemblée d'élire un certain nombre de citoyens entre tous les Athéniens, ce qui signifie qu'on les choisira hors du système tribal, en fonction seulement de leur aptitude à remplir au mieux la mission qu'on entend confier à ces hommes. Il s'agit d'une mesure ponctuelle qui n'a rien à voir, contrairement à ce que pense ici Rosivac, avec l'organisation de la fête elle-même. Ce ne saurait être la désignation d'un collège de magistrats en rapport avec cette fête, car si tel avait été le cas, on aurait un infinitif présent, comme on a Didonai, Poiein, Pempein aux lignes précédentes, pas un aoriste. D'autre part, on peut exclure que cette commission ait eu simplement à s'occuper de la confection de la stèle, puisqu'à Athènes, c'est un secrétaire qui est chargé de cette tâche. Ainsi, il paraît clair que l'on a affaire à une ambassade. Et l'on restituera quelque chose comme Elestai, ton démon, Autica, aussitôt, Presboitas, comme ambassadeur, Pente, Andras. Ces 5 hommes, désignés comme ambassadeurs, auront pour mission de faire connaître la réforme des Panathénées en apportant le décret. Quelque chose comme, donc, apodosousin, oi apodosousin to psephisma. Mais à qui donc? Je suggère, avec audace sans doute, mais non de manière arbitraire, le jeune roi de Macédoine, Alexandre, fils de Philippe, autrement dit Alexandre le Grand, en septembre 335, quand Alexandre eut détruit Thèbes, une ambassade formée précisément ex Apantone Athénaion avait été envoyée auprès du roi, et c'est alors que, selon moi, le chef de cette délégation, l'orateur d'Émade, réussit à obtenir, contre toute attente, la cession de l'Europie. On comprendrait donc très bien que dans l'hiver suivant, après avoir élaboré une loi en rapport direct avec ce don princier, Athènes est jugée indispensable, même si c'était une forme d'allégeance, non seulement d'en informer le roi, mais peut-être de l'associer à la cérémonie des sacrifices, en lui octroyant une part exceptionnelle, une parastasis hierone. En partance pour l'Asie, Alexandre ne put certes répondre à cette invitation diplomatique, mais il n'y fut apparemment pas insensible, puisque, au dire d'Arien, livre 1, 16, après sa première victoire du Granique sur les Perses au printemps 334, il fit une offrande grandiose à Athéna, non pas celle d'Ilion, comme on aurait pu s'y attendre, mais celle d'Athènes, en consacrant sur l'acropole 300 panoplies enlevées à l'ennemi, preuve que ses relations avec les Athéniens étaient alors plus que correctes. Si cette ambassade auprès d'Alexandre doit rester une hypothèse, il me semble en revanche que l'on ne saurait plus guère douter, en dépit de la présentation trop réservée de Lambert, du lien de la loi sur les petites Panathénées avec l'acquisition de l'Europie à l'automne
335. On relèvera d'ailleurs que l'éditeur anglais lui-même laisse entendre dans son commentaire qu'il est disposé à l'admettre. Ainsi, à propos d'un passage très discuté, je conclus, d'un passage très discuté de ce fragment A, où il est question de la mise en location de l'ANEA pour 10 ans kata diklériane, en faisant 2 parcelles, nous disent les traducteurs. Mais le mot diklérien, qui est nouveau en grec, ne peut pas avoir ce sens. Il faut songer à une situation très particulière. Dans un article récent, j'ai suggéré que kata diklériane signifiait en réalité par l'eau de 2 kléroi, et que cette subdivision remarquable faisait écho au partage des collines de l'Europie tel qu'il avait été opéré après la mainmise athénienne de 335 entre les 10 tribus, celles-ci ayant été pour l'occasion associées 2 à 2, sundu genomenai, comme le précise l'orateur Hypéride, de sorte que chaque parcelle se trouvait ainsi théoriquement constituée de 2 kléroi. Or, je constate maintenant que Stephen Lambert semble privilégier lui aussi, indépendamment, cette interprétation en considérant qu'il est la question, pour la diklériane, peut-être des fundo illo oropio, des fundo illo oropio, donc répartis entre 5 paires de tribus. On pourrait trouver, je vais m'arrêter, dans ce fragment A, d'autres indices que la terre exploitée, l'ANEA, était bel et bien cette Oropie boisée et dont on exploitait certainement les forêts, en particulier la résine. Bref, dans cet environnement de forestier, d'exploitation d'une terre riche, que semble s'expliquer le mieux les clauses financières, si malencontreusement mutilées, de la loi sur les petites panathénées, votée, je pense, dans l'euphorie de la récupération de l'Europie à l'automne 335. Je vous remercie.